c'est bon, on peut commencer. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me. J'ai été, ça m'a beaucoup intrigué, la manière que vous avez eu d'utiliser les archives dans votre film, parce que je trouve que il y a un dialogue entre les archives et vos propres plans. Elles ne sont pas là pour illustrer. Et il y a une espèce de champ contre champ entre les archives et les plans que l'on voit, que vous avez fabriqués. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que tellement rare de l'utiliser de cette manière-là. Oui, parce que c'était le film, c'est-à-dire que comme la partie dans le film qui concerne les familles et leurs recherches et puis leur attente, ça c'était complètement fabriqué entre guillemets avec des acteurs. Mais la partie, je dirais, qui répond à ces familles, c'est toute la partie politique de l'époque. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir en archive les seconds rôles qui ont participé à cette histoire et qui ont été impliqués par rapport aux familles. Donc, comme tout ça existe en images, je n'avais pas besoin d'aller faire une reconstitution, à trouver un acteur qui ressemble à Mitterrand ou à Chirac ou à Pasqua. Donc là, tout ça, ça s'est imposé parce que les informations et les discours politiques et le fonctionnement affectent les familles. Parce que même si ce n'est pas en direct, mais je dirais, tout le fonctionnement à l'époque par rapport à cette affaire les affecte. Donc j'avais tout ce matériel. Et puis pour dire aussi aux spectateurs, voilà le discours politique, voilà les mots utilisés, voilà comment cette affaire est devenue une vraie affaire et qui fait partie de l'histoire de France aujourd'hui, avec toutes ces archives. Et puis je voulais surtout aussi montrer l'indignation du peuple français quand c'est arrivé. Voilà, c'est pour ça. Alors ensuite, effectivement, le gros travail, c'était... et la difficulté de pouvoir leur trouver une vraie place à l'intérieur de l'histoire, même si c'était des seconds rôles, mais il fallait qu'ils se retrouvent sur un même plateau, dans un même studio, je dirais, de cinéma. Et puis pour ça, donc, j'ai eu l'idée de récupérer des vieilles caméras des années 80 qu'utilisait la télévision, qui me permettaient de faire des charnières et entre la fiction, l'archive, ce que moi je reconstitue aussi pour soit remplacer des archives sonores et images qui étaient défectueuses, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de caméra, c'était tourné en film et en vidéo dans des rues de Paris sombres, dans le quartier latin. C'est arrivé 2-3 fois. Et puis aussi... filmer l'intérieur de la Sorbonne. Et puis, c'était intéressant pour moi de revenir à la fiction dans le même format que la télévision. Et hop, après, puisque je filmais en même temps avec une caméra, on l'appellera caméra cinéma, et la 2 caméra actualité. Donc, des fois, j'utilisais les 2 en même temps, ce qui me permettait d'avoir un synchronisme parfait de ce qui se passe dans l'image pour passer de l'un à l'autre. Je n'ai pas connu cette période-là, mais je sais que les actualités, on les regardait aussi parfois au cinéma, dans les années 50, dans les années 60. Peut-être même un peu avant, plutôt avant. Pâté Actualité, ouais. Exactement. Gaumont Actualité. Il y a ce plan incroyable, c'est pratiquement vers la fin du film, où vous filmez en plan simple, serré, mais un plan simple. Il n'y a pas de... Et il y a la voix de Raphaël Personnaz, qui joue le rôle de l'inspecteur de l'IGS, et qui interroge ce voltigeur. Et là, vous utilisez la caméra télé, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Mais c'est celle-là. C'est très déroutant, parce qu'on dit souvent que la télé a voulu copier le cinéma. Et là, à ce moment-là, vous utilisez une configuration audiovisuelle, mais on est dans le cinéma, parce que le temps s'installe, la durée s'installe, et puis il y a ce plan simple, et vous restez sur lui. Et je trouvais, à ce moment-là, le dispositif que vous installez depuis plus d'1 heure, absolument. Il y a quelque chose à ce moment-là. Non, c'est vrai, mais moi, je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est à chaque fois qu'on rencontre des journalistes comme vous qui nous font dire « Ah bon ? Ah, effectivement !» Donc, inconsciemment, j'ai mis en place aussi tout ça pour arriver à là. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Et ça me permet de « Ah oui,
Et c'est ça qui est intéressant quand on a fini un film, c'est quand on rencontre des gens avec qui on parle et qui sont intéressés, par exemple, comme vous, à l'image ou au truc, qui font « Ah, oui, c'est vrai ». Donc effectivement, c'est arrivé naturellement à ce que cette interview redevienne une archive. Mais je connais un peu votre travail, c'est-à-dire que même le travail que vous avez fait dans les années 80 avec Cheb, avec Bâton Rouge, je connais très bien ce travail-là. Et vous avez toujours été, je pense, à mon avis, une espèce de sismographe. Mais là, pour le coup, avec celui-ci, avec Nos Frangins, et je reviens à ça, pardonnez-moi, mais c'est parce que c'est ce dispositif d'archives qui m'a énormément étonné. Le fait que vous utilisiez là pleinement cette capacité de mettre des archives et que ça a un sens. Et donc, ma seconde question, c'est est-ce que, pour parler d'une affaire, l'affaire de Malik Oussekine et d'Abdel Benria, moi j'avais 10 ans, je crois que vous en aviez beaucoup plus, moins 30 ans, donc vous vous en rappelez. Est-ce que c'était peut-être le bon moment aujourd'hui d'en parler de ça avec ce dispositif-là? Non, moi j'ai pas d'horloge avec l'actualité, ni de me dire je fais un film au bon moment. Si j'ai pas le financement, à quoi ça me sert d'avoir dit je vais faire un film à ce moment-là? Vous voyez ce que je veux dire? On est dépendant de tout ce qui peut se passer. Une actualité, ça part hyper vite, hein. Le temps que vous écriviez le scénario, fassiez le film en fonction de tel événement, oh là, il y a eu d'autres choses beaucoup plus intéressantes, qui intéressent en tout cas le cinéma. Il faut aller 10 fois plus vite ou avoir beaucoup de chance. Moi, c'était programmé, après Indigène hors la loi, que j'aurais un 3e volet. Et depuis très longtemps, je m'intéressais à cette histoire, à celle de Malik et d'Abdel. Donc, j'ai fait d'autres films entre-temps, et celui-là est arrivé au moment où j'ai dit, bon voilà, maintenant, c'est le moment d'aller faire ce 3e volet. Il fait partie du volet dans lequel... Oui, Indigène, les grands-parents, hors la loi, les parents, et les enfants nés en France. Voilà, ce qu'on appelait 2e génération. 2e génération. Le film, je trouve qu'il est aussi étonnant de par sa durée. Très souvent, quand un film questionne un fait divers de cette sorte, très souvent, il a cette tendance à s'éparpiller. Je trouve qu'il y a une durée qui est assez incroyable et impressionnante et qui en même temps, moi j'avais l'impression que le film avait duré beaucoup plus. Et c'est ça qui est assez particulièrement, non pas éprouvant, mais assez jouissif, c'est que dès le début, vous installez une espèce de temporalité, c'est très très lent, vous installez un décor et des personnages, et puis il se passe quelque chose lorsque les personnages joués par Reda Kateb et Lina Koudry découvrent le corps de leur frère. Là, je trouve que le rythme change. C'est comme si, pour le coup, ils assumaient cette tragédie. Tout le monde assume cette tragédie. Et j'ai l'impression qu'il y a comme ça 2 parties dans le film, avec une première partie vraiment très très lente, où déjà vous décidez de ne pas montrer tout de suite l'assassinat. Et puis il y a aussi cette histoire d'Abdel qu'on n'a pas forcément entendue très souvent. Et d'ailleurs, je trouve que le fait de terminer sur Abdel, c'est une idée, je trouve une très bonne idée. Enfin voilà, il y a ce rapport au temps que vous maîtrisez incroyablement sur 90 minutes sur un sujet qui est extrêmement complexe, qui est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Oui, mais peut-être que ces premières 20 minutes, elles sont dues à une confusion que j'ai voulu installer, moi, dans le film, c'est-à-dire de ne pas savoir vraiment ce qui se passe. C'est qui, là? Il y a un corps, bon, il y a un 2e maintenant, mais c'est quoi ce truc? L'autre, il accueille à la morgue un corps, il lui donne un nom... il lui chante, voilà, il lui fait un accueil, il le prend en charge en attendant que les familles viennent le chercher, en tout cas, je parle du premier corps, puis le 2e. Donc ces 20 minutes sont installées aussi comme ça, dans quelque chose qui est un peu suspendu, quoi. C'est ce que moi je voulais au début. Après, quand on sait au bout de 20 minutes qu'il y a 2 corps, donc là le film peut partir avec les familles et peut partir dans l'enquête en tout cas. L'enquête très 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 minimaliste par rapport à ce qui se passe et ce qui s'est passé. Et après, on a peut-être un emballement parce que là, on a plein de personnages qui arrivent à travers les archives, les seconds rôles politiques, nos familles, la police. Et là, il y a effectivement quelque chose qui s'accélère. Mais au début, je voulais quelque chose de flottant, sans vraiment savoir, quoi. Poser un univers comme ça, poser des choses, et puis prendre le temps avant, parce que je savais qu'à un moment, et même au scénario, c'était écrit, il va y avoir une accélération. Il va y en avoir une qui va prendre de l'importance à partir du moment où les médias s'en emparent. Donc là, hop, on accélère
Et il y a un emballement comme ça l'est aujourd'hui aussi. Dès qu'il y a un fait divers qui s'emballe, qui est repris par les médias et qui gonfle et tout, hop, on a un moment d'accélération autour de l'événement, quoi. Et l'idée d'utiliser ce personnage, mais d'intégrer ce personnage joué par l'acteur, conteur, poète, Wabine Nabier, ça c'était quelque chose qui était dès le début une évidence pour vous? Non, c'était pas évident parce que je voulais pas refaire les scènes de morgue comme on voit dans les séries télé toute l'année et que tout le monde connaît, même mieux que moi finalement. Le spectateur maintenant, il a tellement d'images, il a vu tellement de choses que, ce que je veux dire, il sait ce que c'est. Il connaît 50 versions d'une morgue dans un film. Donc je voulais pas de ça, je voulais pas d'un truc autoroute, quoi. Donc je me suis dit comment je vais faire. Et puis tout ça, ça fait partie aussi des films que j'ai fait avant. J'ai travaillé avec un acteur qui s'appelait Sotigui Kouyaté. Donc tout ce travail que j'ai fait avec lui, qui m'a fait aussi, avec l'expérience qu'on a eue ensemble, que des fois on peut créer des choses qui sont pas du tout dans une logique et dans un réalisme. Mais s'il y a une conviction, il y aura de la vérité. Ça, c'est lui qui me l'a communiqué. Donc, après, quand j'ai pensé à tout ça, je me suis dit, tiens, il va y avoir un parent de Sotigui Kouyaté qui va être dans la morgue. Et à partir de là, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est comme ça que c'est venu. Pour échapper d'abord au fait que, tourner la morgue encore de cette façon, la façon classique qu'on voit depuis toujours. Oui, mais ça a une connexion aussi avec ce que dit Abdel à la fin du film, quand il dit qu'il faut parler aux gens. Et au début, Wabine parle. C'est un passeur, c'est un griot, il parle. La transmission orale est importante. Oui. Et vous le savez mieux que moi, parce que vous avez travaillé avec Sotigui. Dans la transmission, il y a faire exister les autres. Et je trouve que j'ai l'impression que ce scénario est assez circulaire parce que ça se termine sur Abdel qui dit il faut parler avec les gens, même ceux qui n'ont pas envie de parler. Oui, c'est vrai. Mais ça, moi, je ne l'ai pas. Ça, c'est vous aujourd'hui qui me le dites. Non, mais c'est vrai. Nous, des fois, on a l'impression qu'on a tout maîtrisé et tout. Mais tout d'un coup, il y a des gens qui vont vous dire telle chose. C'est-à-dire, ah bon? Oui. Et puis, on va y réfléchir. Ah oui, d'accord. Mais moi, je n'avais pas vu ça du tout. Là, vous me dites, c'est un truc sur le fait que lui, il est mort parce qu'il est allé séparer des gens dans une bagarre. Parce que c'est sa nature. Parler, comme il dit à la fin. Mais moi, je n'ai pas fait cette connexion avec la fin. Vous l'avez faite. Par contre, ce qui est factuel, en tout cas, et ça, vous le savez, c'est que vous avez travaillé ce scénario avec Kauter Adimi, une écrivaine algérienne. Oui. Et est-ce que... Qui fait partie d'une autre génération que la mienne ou que la vôtre. Elle est née en 86. Exactement. Ouais. En plus, l'histoire se déroule en 86. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous aviez envie de travailler avec cette écrivaine algérienne de cette génération? Oui, ça m'intéressait parce que d'abord, j'avais lu un livre qu'elle avait écrit et puis après, c'est vrai, elle est née en 1986, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas enfermé comme moi dans tout ça. Moi, je connais cette histoire, je l'ai suivie tout au long des années, les anniversaires de la mort de Malik Oussekine, qui n'était pas complètement, comment je pourrais dire, qui restait toujours un peu en marge de l'histoire, qui restait toujours aux mains de quelques associations. Donc je me souviens de ça tout le temps, comme un endroit, vous voyez ce que je veux dire, comme octobre 61, comme des dates comme ça qui restent importantes. Elle est née en 1986, donc elle ne sait rien, elle n'a pas vu d'archives. Moi, je les ai vus. J'ai vu les présentateurs de télé, j'ai vu tout ça. Donc c'était bien d'avoir quelqu'un qui... vierge comme ça, elle, quand elle découvre les archives et quand elle fait des recherches, elle fait un vrai voyage du point zéro, quoi. Et ça, c'est intéressant, parce que son regard va être plus libre que moi, qui suis prisonnier par tous ces souvenirs et puis par toutes ces années d'accompagnement, entre guillemets, de cet événement, quoi. Vous essayez de chercher comme ça une espèce d'image manquante, parce que quand je vois vos films, en l'occurrence pour le coup on va parler de ce volet avec Indigène et En la loi, moi je sais que lorsque ces films sont sortis, quand ils sont sortis en salle, j'ai toujours cette sensation que c'était des périodes de l'histoire française
et aussi algérienne, mais il manquait des images, comme si le cinéma n'avait pas fait vraiment son travail. Et moi, j'ai cette impression qu'avec ces deux films-là, et surtout maintenant avec Nos Frangins, il y a toujours cette idée il faut que le cinéma reprenne ses droits. Et vous avez dit quelque chose que j'y avais pas pensé. Vous m'avez dit, aujourd'hui, il y a plein d'images, c'est un peu compliqué pour nous cinéastes. Et je trouve que c'est vrai, c'est un peu compliqué pour nous, pour les cinéastes, de fabriquer leurs propres images, surtout quand ça parle d'une période où il y a déjà eu des images. Comment faire pour que le cinéma s'installe là-dedans ? Le cinéma, c'est aussi pas seulement l'entertainment, quoi. Il a une autre vocation à l'intérieur, il en a plusieurs différentes. Donc il suffit de faire un choix à l'intérieur de ça. C'est ce que je fais à travers mes films. Et je fais aussi un travail qui est celui de reconstituer des archives. Parce que quand on m'appelle, moi, pour avoir des images d'indigènes, c'est parce qu'on ne les trouve pas au service des archives. Parce qu'ils n'ont pas été filmés, les soldats de l'armée coloniale. Donc tout d'un coup, ben voilà, dernièrement, il y a eu un sujet qui était fait sur octobre 61. Et on m'a demandé des images pour l'intégrer dans le documentaire. C'est-à-dire, il n'y a pas suffisamment d'images pour raconter en documentaire des interviews. Oui, on va trouver, mais des images. Donc, or la loi sert par exemple, et c'est arrivé quelques fois, pour Sétif 45, pour des sujets comme ça, hop, on fait appel à mon film comme indigène pour montrer des soldats qui sont venus d'Afrique dans des situations de soldats de la libération de la France et de l'Europe. Donc je me retrouve à un moment, quand je fais ce troisième volet, tout d'un coup, pour une fois, j'ai de l'archive. Contrairement aux autres projets. Voilà. Comment vous avez regardé vos comédiens et vos comédiennes dans ce film qui quand même jouent des rôles, qui n'ont pas forcément connu ça frontalement. Comment on dirige ces... Je trouve que vos comédiens et comédiennes sont incroyablement bien dirigés. Oui, comment ils ont fait pour approcher leurs personnages? Comment vous avez fait pour les regarder avec beaucoup de recul? Enfin, il y a comme ça... Non, moi je donne tout le matériel à voir, c'est-à-dire, comme ce soit pour indigène ou hors la loi... les acteurs voient toutes les... lisent ou regardent tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, quoi. En tout cas, comme les images n'existaient pas, c'est nous qui allons les faire. Donc, il faut qu'ils aient en main la connaissance de l'armée coloniale, de son recrutement, des batailles en Italie, de leur intégration dans l'armée ou pas, ou des conflits que ça m'amenait, des déceptions de certains hommes qui ont manifesté ça. J'ai retrouvé plein de matériel que je leur ai donné à lire, à voir. Même chose pour la loi, la guerre d'Algérie en France. Il fallait rencontrer des témoins qui ont fait ça, il a fallu lire des choses, il a fallu rentrer dans le bain pour chacun, comme pour ce film-là. Voilà, il y a ça, vous allez voir toutes les archives, vous allez écouter ça. Reda, tu vas voir, j'ai retrouvé une interview du frère qui dure 1 minute et demie, tu vas pouvoir la regarder. J'ai retrouvé des images de la famille d'Abdel en famille chez eux, que Samir a vu et les autres aussi. Donc il faut d'abord qu'il y ait tout ça. Et puis après, quand ils ont tout ça, il y a le scénario, ils l'ont lu, et puis après on part, et moi je fais une direction comme ça, au jour le jour, en ayant dans ma tête comment l'itinéraire va se faire pour chaque acteur. Mais eux, comme ils se sont déjà nourris de tellement de... J'ai envie qu'ils aient ça. D'abord, c'est très important pour qu'après eux, ils se disent « Ah d'accord, voilà. Donc moi, quand j'étais un soldat indigène, j'avais pas le droit à ça, et ni à la promotion, ni à la reconnaissance. Quand on me vend l'idée de la liberté, je ne l'ai pas acquise. » Ça, c'est un peu tout ce que les acteurs vont découvrir. Les promesses qui ont été faites, les engagements qui ont été faits, comme ceux à l'époque... du général de Gaulle en disant on se bat pour la liberté face au nazisme et tout ça. Donc
À l'époque, il y a des milliers de gens qui ont cru quand ils sont engagés dans l'armée, ou ceux qu'on a emmenés de force dans l'armée. Et quand ils ont gagné, ils ont vu que finalement, il n'y a rien de tout ça. Donc, quand on rentre là-dedans, quand on rentre dans la rencontre aussi avec les anciens soldats, à l'époque, c'est ce que j'avais fait pour les acteurs, ça y est, on a quelque chose de concret pour pouvoir travailler après, au moment du tournage du film. On a côtoyé les gens qui ont eu des grandes déceptions, de l'amertume, et qui n'ont pas eu de reconnaissance. Quand ils les ont rencontrés, ils ont senti de quelle façon, humainement. Donc c'est à eux d'aller, de faire ce voyage, même si moi je les aide, je leur donne tous les éléments. Et puis après, normalement, quand ils arrivent sur le film, même pour le dernier film, Samir Ghesmi, il a vu les images de la famille, il a entendu le père d'Abdel, sa façon de parler du drame qu'ils ont vécu, du grand frère. Donc voilà, il s'imprègne de ça, et puis après il s'imprègne de ce que lui il a vécu aussi dans la vie, tout en vivant en France. Il s'imprègne aussi de son père. C'est pour ça quand lui joue la scène, et toutes les scènes au commissariat, et qu'il veut rester le plus effacé possible, et puis pas rentrer dans la confrontation, c'est tout le passé, quoi. Même celui de son père, sa famille. Après, il n'a pas besoin trop de parler, parce que tout se voit aussi dans le regard qu'il lance. Dernière question, c'est par rapport à cette manière que vous avez d'éviter le discours. Il y a un plan, plutôt une séquence. C'est Samir Ghesmi, qui est donc, on apprend qu'il est garagiste mécanicien, il est en train de réparer une voiture, et puis il découvre il va faire la connaissance de la fiancée d'Abdel. Et ensuite, elle lui dit en gros ce qui s'est probablement passé ce soir-là. Il écoute, il ne sait pas trop quoi penser, et puis ensuite, il a un geste incroyable, c'est qu'il retourne réparer sa voiture, et il dit ça ne marche pas. Et je trouve que c'est ça, la méthode que vous avez d'éviter le discours. C'est d'utiliser ce moment-là. Oui, comme sa panne de mobilette aussi qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il se demande, lui, en tant que père, beaucoup plus que le reste, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait moi pour que ça ne marche pas avec mes gosses? C'est surtout ça qui était intéressant. Lui, il se retrouve, à cause du système, à douter de ses enfants. On le met tout le temps dans une situation de déséquilibre au quotidien. Donc, il est là pour lui-même, quoi. Et puis pour l'éducation qu'il a mis, pour tout. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi cette vie, elle ne marche pas? C'est beaucoup plus par rapport à ça que moi, je lui ai demandé à Samir de faire les scènes. Entre un père qui aurait peut-être échoué dans l'éducation, et puis pourquoi aussi s'en veut à lui, pourquoi pas peur d'aller dans l'affrontement, voilà pourquoi il s'est livré en esclavage dans une forme d'apartheid. Good companions, just my rifle, pony and me.